Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que je suis arrivé ici. Dans cette réalité, il ne fait jamais nuit, et on ne peut même pas réellement parler de jour. Tout est en noir et blanc. Qui aurait cru qu'il puisse faire aussi froid dans un cartoon? Mais le pire, ce n'est pas ça. C'est cette incessante musique. Cet air insupportable qui se joue en boucle sans une minute de répit. Mes nerfs sont à fleur de peau, mes tympans au bord de la rupture. Je ne vais plus tenir très longtemps. Il est maître de ce monde. Et ici, il n'y a que lui et moi. Mon seul espoir de m'en sortir est de réussir à le vaincre. Et j'en ai les moyens, je le sais. Mais, pour le moment, je n'arrive pas à rassembler le courage nécessaire pour me confronter de nouveau à lui. Il est armé d'une énorme hache. Et moi, je n'ai que ce petit flacon de dissolvant en main. Je sais qu'il en a peur. Terriblement. Mais si je rate mon coup, il m'aura, c'est certain. Je suis caché dans le garage d'une maison de ce dessin animé. Et je n'ai aucune idée d'où il peut se trouver actuellement. Ni de combien de temps il lui faudra pour trouver ma cachette. En regardant mes énormes mains cartoonesques, j'ai la nausée. Plus le temps passe depuis mon arrivée ici, et plus je commence à lui ressembler. Je ne peux m'empêcher de me rappeler que c'est ma curiosité qui m'a amené ici. Si seulement j'avais su m'arrêter au bon moment. Tout a commencé peu avant la fin de l'année scolaire. C'était peu de temps avant le bac. On était très stressés à l'idée de passer les examens. Et quand Danny est entré en classe pâle comme un linge, avec d'énormes sillons violâtres sous les yeux, on s'est simplement dit que tout comme nous, il ne dormait pas très bien à l'approche des examens. Je n'étais pas très proche de lui. Il était assis à côté de moi en classe de littérature et, quelquefois on rigolait ensemble, en se moquant du prof, Monsieur Newman. Il était arrivé dans notre lycée en milieu d'année. Quand j'y repense, c'était un gars plutôt discret, effacé. Je crois même que j'étais l'un des seuls de la classe à lui avoir décroché un sourire. Le peu que je savais de lui grâce à quelques bruits de couloir, c'est que c'était quelqu'un de naturellement stressé. Ses parents auraient pris la décision de déménager dans son intérêt, au vu de son état à la sortie des cours. C'est bien plus tard que j'allais comprendre les vraies raisons de ce déménagement. Un jour, Danny n'est pas venu au lycée, et pendant une semaine personne ne l'a vu. Nos professeurs étaient perplexes, car en essayant de contacter ses parents, ils tombaient systématiquement sur la messagerie. Et un jour, la mère de Danny a appelé le proviseur. C'était Monsieur Newman qui nous avait annoncé la nouvelle. Danny est décédé. Ces mots nous ont tous profondément bouleversés. Je me rappelle que certaines filles de la classe se sont même mises à pleurer. Et submergées par l'émotion, un type avait même quitté la salle. Danny était si gentil. On n'aurait jamais pensé que cela puisse arriver un jour. Ses parents l'auraient retrouvé mort dans sa chambre, le câble du chargeur de son téléphone enroulé autour du cou. Quelque part, je pense que ce qui a suscité toutes ces réactions, ce n'était pas tant le fait d'apprendre que Danny était mort, mais surtout qu'il s'était suicidé. On se questionnait tous sur notre comportement avec lui, et bien que personne ne lui avait jamais causé de tort, on s'en voulait tous de ne pas avoir réagi dès les premiers signes. Quelques semaines avant le drame, il n'était pas dans son état normal, et personne n'était venu lui demander s'il allait bien. Malgré tout, on a terminé l'année et pour la plupart, on a obtenu nos diplômes. Après le lycée, j'ai intégré une école d'art qui se trouvait à presque 3 heures de ma ville natale. Je me suis donc installé seul, et me suis éloigné de ma famille et de mes amis, ainsi que de tous mes anciens camarades de classe. Mais, alors que je commençais à chasser cette macabre histoire de mes pensées, quelque chose allait me la faire rappeler. Alors que je consultais ma messagerie, je me suis rendu compte que j'avais reçu un mail de mon oncle, Mike Ellings. Je suis tombé des nues. Ça faisait des mois qu'il était porté disparu. J'hésitais même à appeler ma mère avant d'ouvrir ce mail. Elle était morte d'inquiétude à son sujet. Avant de disparaître, il avait laissé un message inquiétant. Un enregistrement dans lequel il parlait d'un personnage de dessin animé, une sorte d'entité qu'il persécutait. Pour nous, il était clair qu'il avait perdu la raison. Il y avait déjà plusieurs cas de schizophrénie dans notre famille, et tout cela nous inquiétait d'autant plus. Aux infos et dans le journal local, on disait aux gens d'être vigilants, et de ne surtout pas l'interpeller, et de contacter directement la police si on le rencontrait. Avant de contacter qui que ce soit, j'ai tout de même décidé d'ouvrir le mail en question. Pas de texte, pas d'objet, mais en revanche, il y avait intégré une pièce jointe, un fichier nommé whistleguy.avi. C'était une vidéo. Je l'ai ouverte, et dès lors j'ai sursauté. Je déteste les mauvaises surprises de ce genre. J'ai vu apparaître sur mon écran le visage blanc d'un personnage de cartoon, accompagné de son strident. Il avait de grands yeux ronds, et un énorme sourire dessiné sur le visage. Il portait une chemise blanche avec une cravate excessivement serrée autour de son cou, si serrée que sa peau se pliait sous la pression. J'ai laissé défiler la vidéo. On le voyait faire plusieurs pauses, et l'image grésillante était toujours accompagnée de ce son strident.
La vidéo se terminait sur un gros plan sur le visage du personnage, qui avait des tourbillons dans les yeux. Et juste avant que la vidéo se coupe, on entendait un bruit qui s'apparentait à une sorte de cri ou de rire. J'étais perplexe. Ça avait tout l'air de ce genre de vidéo qu'on vous envoie sur les réseaux sociaux, et qu'on vous demande ensuite de faire tourner sinon quoi il vous arrivera un malheur. Mais mon oncle n'était pas du genre à faire tourner ce genre de chaîne. Il était même le premier à critiquer les gens qui le faisaient. Finalement, si j'ai décidé de m'intéresser de plus près à cette vidéo, c'est parce que je me suis souvenu de la description du personnage que mon oncle avait faite, peu avant sa disparition. Elle correspondait parfaitement à ce que je venais de voir. Je me suis ensuite souvenu précisément. Il avait justement objectivement parlé d'un whistle guy. J'ai ensuite scruté le web à la recherche d'informations là-dessus, en tapant le nom sur la barre de recherche. Le seul résultat pertinent que j'ai obtenu se trouvait en bas de page, un lien qui menait à un blog qui contenait Whistle Guy dans son adresse. J'ai cliqué, mais en arrivant sur la page, un message s'est affiché à l'écran. Ça disait que la page avait été supprimée. Généralement, quand un site est retiré du web, c'est parce qu'il présente du contenu interdit, violent, ou qu'il y a des activités frauduleuses dessus. Désespéré, je m'apprêtais à fermer mon ordinateur quand je me suis souvenu de quelque chose. Avec un ami au collège, on avait entendu parler d'un site très glauque. Quand on avait essayé d'y accéder à travers un moteur de recherche classique, on avait appris qu'il avait été supprimé, et en tant qu'ado beaucoup trop curieux, on avait tapé les mêmes mots-clés pour retrouver le site, sur le dark web. Le dark web est une petite partie du deep web, qui a été intentionnellement cachée et rendue inaccessible par les navigateurs web standards. On avait suivi plusieurs tutos sur internet pour y parvenir, et finalement, on avait trouvé ce site. Je regrette totalement d'y être allé d'ailleurs. On y a vu des choses horribles, des images que des collégiens ne devraient clairement pas voir. Mais cette fois, je me suis dit que je devais le faire, que c'était pour la bonne cause. Si ce site avait été supprimé pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, il y avait de fortes chances pour que le propriétaire l'ait recréé autre part. J'ai donc téléchargé Tor, et j'ai installé un VPN sur mon ordinateur. Je déconseille totalement cela, à n'importe qui, mais je devais vérifier. Après quelques minutes de recherche, et comme je m'y attendais, je l'ai trouvé. L'interface du site était rouge et noire. Il n'y avait aucune décoration ou image de fond, juste du texte avec des liens. L'auteur, anonyme, affirmait avoir des informations sur le Whistle Guy. On pouvait lire que ce personnage avait été créé par un certain Jim Albertson en 1934. Il était expliqué qu'Albertson avait voulu travailler avec Walt Disney, qui quelques années auparavant, à l'époque, inventait la célèbre souris Mickey Mouse. Mais faute de succès, il avait tenté de concurrencer les réalisateurs en créant son propre personnage, le Whistle Guy. Les liens de la page menaient à des vidéos qui étaient en fait des épisodes du dit dessin animé. J'en ai regardé quelques-uns, et cela ne se résumait à rien de plus qu'une pâle copie des aventures de la petite souris aux grandes oreilles de Walt Disney. Des petites séquences où le Whistle Guy marchait dans la rue en sifflant. J'ai fait défiler la page et des photos sont apparues. Sur l'une, on y voyait Albertson avec un dessin du Whistle Guy dans les mains. Sur l'autre, on le voyait accompagné de son fils Cody, ainsi que d'un autre homme, un ami à lui, un dénommé Alex. Une courte phrase accompagnait cette photo. Dernière photographie en date de Jim Albertson et de son fils, ainsi que d'Alex Willow, avant leur disparition. Disparition? Alors tout comme mon oncle, ils avaient aussi disparu. J'ai continué à naviguer sur ce site. Chaque lien menait à une autre page. L'auteur avait recensé toutes les informations qui touchaient de près ou loin le Whistle Guy. J'allais faire une découverte glaçante. Une autre page nous dirigeait cette fois vers une vidéo qui avait été hébergée il y avait à peine quelques mois. Un fichier qui aurait été retrouvé on ne sait comment. L'auteur prévenait les visiteurs qu'il fallait avoir le cœur bien accroché pour regarder cette vidéo. Je me suis tout de suite fait à l'idée que j'allais tomber sur une autre de ces vidéos dégoûtantes, que j'allais voir des démembrements, du sang. Mais à la place, la vidéo s'ouvrait sur une pièce qui semblait être un vieux garage. Albertson se trouvait là, et face à lui, il y avait une table sur laquelle semblait allonger une personne. On ne pouvait pas la voir car elle se trouvait sous un drap blanc. Albertson pleurait. On aurait presque cru voir une scène qui se passait dans une chambre d'hôpital, juste après la mort du patient. Cependant, il y avait des outils rouillés tout autour. La scène se passait bien dans un garage. Ensuite, la vidéo se coupait et on voyait de nouveau la même pièce, avec la même table, sur laquelle était toujours allongé quelqu'un. Sauf que cette fois, quelque chose avait changé. Albertson n'était pas là. Au bout de plusieurs minutes cependant, il est arrivé dans la pièce. Il était habillé différemment, et il tenait un ours en peluche dans ses mains. Il s'est placé à côté de la table, et a soulevé le drap de façon à ce qu'on ne puisse pas voir à la caméra ce qui se trouvait en dessous. On l'entendait parler à quelqu'un comme on parlerait à un enfant. Il a déposé l'ours en peluche sous le drap, et l'a remis dans sa position initiale, avant de s'éloigner de la table d'un air qui exprimait une profonde tristesse. Une nouvelle coupure, puis
Une autre séquence où Albertson était de nouveau assis sur une chaise à côté de la table, les mains sur le visage, comme s'il pleurait. Mais cette fois, quelque chose d'assez spécial s'est produit. Ce qui se trouvait sous le drap s'est mis à s'agiter, et un énorme pied a quitté la couverture blanche. Ça n'avait rien d'un pied humain. Il était démesuré, rond, sans orteils, et complètement blanc jusqu'à la jambe qui dépassait du tissu qui couvrait encore le reste du corps. À ce moment, Albertson s'est mis à crier de joie et à courir partout dans la pièce. C'est dans la séquence suivante qu'on comprendrait réellement tout ce qui se passait. Après une nouvelle coupure, on voyait qu'il n'y avait plus personne dans la pièce. La table était toujours là, mais la mystérieuse silhouette allongée dessus n'y était plus. On voyait ensuite Albertson apparaître à l'écran et dire « C'est merveilleux, merveilleux mes amis. Ouvrez grand vos mirettes, car je viens d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as dans l'art, Walt Disney. » Albertson siffla ensuite avec ses doigts, comme pour appeler quelqu'un. « Wheezy, viens par ici mon grand. Viens montrer à la caméra comme tu es beau. » Mon sang n'a fait qu'un tour. À l'écran, je voyais apparaître le Whistle Guy. Il était bien là, plus grand qu'Albertson lui-même. Il était vêtu de la même manière. Ses gigantesques pieds avaient été chaussés de chaussures tout aussi grandes. Il était vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise, et avait ce petit chapeau et cette cravate caractéristique. Seulement, ses yeux n'étaient pas pareils. Ils paraissaient plus petits, plus humains, des yeux en amande. Mais, sur cette énorme tête qui ressemblait à un ballon de baudruche, ce trait réaliste donnait au visage de la créature un aspect terrifiant. Cependant, le Whistle Guy semblait effrayé par la caméra. Il s'en éloignait et tremblait de tout son être. « Wheezy, s'il te plaît, viens par ici. » lança Albertson. Un énorme frisson parcourut tout mon corps lorsque le Whistle Guy prit la parole. « Non, je veux pas. S'il te plaît, papa. » Cette voix, elle n'avait rien d'humaine. Pourtant, on pouvait clairement y percevoir de la tristesse, de la peur. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et alors que je songeais à arrêter la vidéo, j'ai finalement décidé de rester quand j'ai vu qu'Albertson commençait à s'énerver et à se montrer menaçant. « Wheezy, tu sais ce qui t'attend si tu désobéis trop, pas vrai? » Non, non, monsieur Albertson, pitié. La voix du Whistle Guy avait changé. Elle paraissait tout aussi inhumaine, mais elle était légèrement plus grave. L'attitude du personnage avait également changé. Il semblait tout aussi effrayé, mais il tremblait beaucoup moins. Se tenait plus droit. C'était comme si son corps était partagé par deux entités distinctes. Ce que j'ai vu ensuite m'a profondément choqué. Furieux, Albertson s'est saisi d'un bidon et a attrapé le Whistle Guy par le bras. Il en a versé tout le contenu sur lui. Le personnage de cartoon s'est mis à pousser d'atroces sur le de douleur. Je n'avais aucune idée du liquide que contenait ce bidon, mais une chose était sûre, ce n'était pas de l'eau. Après ça, le Whistle Guy est tombé au sol dans un bruit sourd, inconscient. On pouvait voir que ses bras noirs avaient été décolorés, voire même affinés après que ce liquide soit entré en contact avec eux. Une nouvelle coupure dans la vidéo, puis, ensuite, on voyait Albertson forcer le Whistle Guy à danser en sifflotant un air enfantin. Il le piquait avec une lance électrique. Et bien qu'il affichait un sourire forcé, une souffrance flagrante était perceptible sur le visage du pauvre personnage. D'autres séquences ont suivi. On y voyait Albertson tenter des expériences répugnantes sur le Whistle Guy. Il utilisait des outils rouillés pour le torturer. Et les hurlements du personnage étaient insoutenables. Ça m'a fendu le cœur. On le voyait aussi le forcer à ingérer des souris mortes. Albertson avait visiblement une haine profonde envers Walt Disney. Puis, une nouvelle coupure. En gros plan, on voyait les yeux d'Albertson. Il semblait avoir collé son visage à la caméra. Puis, mon cœur a manqué un battement. Le visage a reculé. Il s'agissait en fait de sa tête décapitée qui avait été collée à la caméra et que le Whistle Guy tenait par les cheveux. Ensuite, la chose a reculé, comme pour montrer son œuvre. De l'autre main, il tenait une hache et il affichait un sourire, malsain, terrifiant. Ses yeux étaient grands et ronds, et complètement noirs, comme dans la vidéo que mon oncle m'avait envoyée. C'en était trop. Je n'ai pas terminé la vidéo, et je suis retourné sur la page qui contenait le lien. Je n'avais jamais regardé quelque chose d'aussi perturbant. J'avais déjà vu plus horrible, mais là, tout ce que je voyais à l'écran n'avait aucun sens. On aurait cru un vieux film d'horreur, mais avec les moyens de l'époque, ça ne pouvait pas être le cas. Est-ce que c'était un costume, ou est-ce que ce que je voyais était réel? J'ai lu le paragraphe que l'auteur du site avait écrit par rapport à cette vidéo. Avant tout, il expliquait qu'il n'était pas certain de ses sources, mais qu'apparemment, Albertson
en parallèle au dessin animé, s'intéressait beaucoup aux sciences, et tout particulièrement aux sciences occultes. Selon ce texte, il aurait donné vie à son personnage et l'aurait forcé à accomplir toutes les actions qu'il faisait dans le dessin animé. Ses danses caractéristiques, ses sourires, ses sifflements. Il parlait d'un épisode perdu de ce dessin animé, un épisode qu'Albertson aurait écrit alors qu'il traversait une période de profonde dépression, alors qu'il commençait difficilement à accepter que son dessin animé ne rencontrerait pas le même succès que celui de Walt Disney. C'est d'ailleurs peu après l'écriture de celui-ci qu'il aurait commencé à mener ses expériences pour donner vie au Whistle Guy. L'épisode en question aurait été gravé sur une VHS des années plus tard. Il n'y aurait qu'une copie de celle-ci, que l'auteur du site affirme d'ailleurs détenir. Dans cet épisode, on y verrait le Whistle Guy s'emparer d'une hache et tuer tout son voisinage. La théorie présentée ici était qu'après avoir enduré toutes ces souffrances, le Whistle Guy n'avait fait qu'accomplir la suite logique de tout ce qu'on le forçait à faire, réaliser toutes les actions de ces épisodes dans la réalité. J'avais eu ma dose pour la soirée, et la fatigue commençait à prendre le dessus. Je suis quelqu'un qui psychote facilement, et je n'avais pas envie de passer une nuit blanche après avoir appris d'autres horreurs. J'ai décidé de mettre cette histoire de côté jusqu'au lendemain, et de voir ce qu'il en adviendrait par rapport à mon oncle par la suite. S'il avait pu m'envoyer ce mail, c'est qu'il avait eu accès à Internet, et par conséquent, qu'il ne s'était pas totalement coupé du monde. C'était le plus important. Cette nuit-là, j'ai fait un terrible cauchemar. Je voyais la même scène se répéter sous mes yeux. Le Whistle Guy se faisait torturer atrocement, puis il finissait par tuer son créateur. Vers la fin du rêve, il m'a regardé avec ses grands yeux, dans lesquels il y avait des tourbillons. Puis, il a fait chut avant de se diriger vers moi armé de sa hache et de la lever au ciel, s'apprêtant à venir la planter dans ma tête. Heureusement, je me suis réveillé avant de mourir dans mon rêve, en sueur et le cœur battant à 100 à l'heure. Ce jour-là, je me rendais à mon école d'art pour mon premier cours de dessin sur un modèle vivant. On devait peindre une jeune femme dénudée pendant que notre professeur nous donnait des indications. C'était la première fois que je peignais un modèle nu. Contrairement au reste de la classe, je n'étais pas du tout habitué, alors j'étais un peu gêné. Je ne regardais le modèle que du coin de l'œil. Puis, quelque chose m'a interpellé. Elle s'était mise à siffler un air que j'ai tout de suite reconnu. J'ai levé les yeux vers elle, puis mon cœur a manqué un battement. Il était là, le Whistle Guy. Il me saluait avec des gestes démesurés et affichait ce même sourire malsain qu'à la fin de la vidéo. Puis, il a changé d'expression, affichant un air bien plus inquiétant, bien plus sinistre. D'un geste brusque, il a dégainé sa hache. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un cri de terreur. Toute la classe m'a regardé, puis le Whistle Guy a disparu, simplement. À la place, il y avait la femme qu'on peignait, et elle ne semblait pas le moins du monde avoir bougé de sa place. Ce n'est pas la seule fois où j'ai vu le Whistle Guy ce jour-là. À plusieurs reprises, je l'ai vu derrière moi dans les reflets des vitres, et même derrière les fenêtres de mes salles de classe, qui se trouvent pourtant au dernier étage du bâtiment. Le soir venu, je n'ai pas voulu retourner sur ce site. Je voulais l'effacer de mes pensées. Je m'étais dit que si je voyais tout ça, c'était très sûrement parce que j'avais été marqué par ce que j'avais vu la veille. Mais j'allais le savoir. Ce n'était pas seulement ça. Après avoir été persécuté par le Whistle Guy pendant plusieurs jours, l'avoir vu partout jusque dans l'eau de mon bain et dans le fond de ma tasse de café, j'ai décidé de retourner m'informer un peu plus à son sujet. Je suis donc retourné sur le dark web et j'ai retrouvé ce site. J'ai trouvé quelque chose de perturbant. Peu de temps après ma visite, l'auteur avait posté un document texte avec une liste contenant plusieurs noms, et parmi eux, celui de mon camarade de classe décédé, Danny Evers, ainsi que de mon oncle, Mike Ellings. Il s'agissait d'après l'auteur d'une liste de toutes les personnes ayant signalé avoir reçu la visite du Whistle Guy. Je n'étais donc pas le seul à l'avoir vu, je n'étais pas devenu fou. Et Danny en avait donc été victime lui aussi. Est-ce que ça avait un lien avec cette vidéo? Je me suis ensuite tourné sur une nouvelle photo du fils Albertson, Cody, accompagné d'Alex Willow, l'ami dessinateur. Quelque chose m'a tout de suite troublé. Alex me faisait terriblement penser au Whistle Guy lui-même. Je sais, c'est gros dit comme ça, mais Alex avait 2 grandes dents, une large dentition blanche et éclatante. Sur cette photo, il avait un grand sourire et portait la même chemise et la même cravate que le Whistle Guy. Cody, quant à lui, avait le même petit chapeau sur la tête. On savait que Jim Albertson avait disparu, mais on savait aussi que son fils et son employé avaient cessé de donner signe de vie autour de la même période. Ils avaient disparu tous les 3, oui, mais quand j'ai fait le rapprochement, une terrible supposition a traversé mon esprit.
Mais j'ai à peine eu le temps de réfléchir que la vidéo du Whistle Guy que j'avais reçue de mon oncle s'est lancée toute seule sur mon ordinateur. Comme la première fois que je l'ai vue, j'ai sursauté en voyant son visage blanc apparaître sur mon écran. Cette fois, on entendait l'air qu'il sifflait en arrière-plan. J'ai immédiatement fermé mon ordinateur. J'étais pris d'une angoisse sans nom. Mes mains étaient moites. Qu'est-ce que j'avais fait? Je n'aurais jamais dû consulter ces documents. Je savais que maintenant ça ne quitterait plus mon esprit. Et j'allais continuer de le voir partout où j'allais. Mais, ce que je ne savais pas, c'est qu'il pouvait me faire du mal. Alors que mon ordinateur était complètement éteint, j'ai de nouveau entendu ce sifflement. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Puis, j'ai compris que le son venait d'au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux au plafond, et je l'ai vu. Il était armé de sa hache. Je me suis immédiatement décalé, et il a bondi pour atterrir sur le sol. Il me bloquait l'accès à la porte de sortie. J'étais fini. Je reculais tandis que lui s'avançait vers moi, en affichant ce sourire psychotique, tout en commençant à lever sa hache au-dessus de sa tête. Lorsque mon doigt touchait le mur, j'ai fermé les yeux, comme si je m'étais résigné, que j'acceptais mon sort, et admettais qu'il n'y avait plus aucune solution. Puis, je ne saurais dire ce qui m'a pris. Dans un élan de courage, j'ai rouvert les yeux, et j'ai pris de court le Whistle Guy. Je lui ai asséné un énorme coup de poing au visage, si fort qu'il a laissé tomber la hache de ses mains, la faisant venir se planter dans son crâne dans un bruit de chair répugnant. Il s'est mis à trembler, puis à rire hystériquement. Il s'est jeté sur moi, et a enserré ses mains autour de mon cou, me plaquant au sol avec ses genoux. Il était extrêmement lourd. Je commençais à suffoquer. Puis, avec le peu de souffle qui me restait, j'ai réussi à placer quelques mots. Cody. Interloqué, il a commencé à desserrer ses mains de mon cou. Alex. Vous m'entendez? Alex, vous m'entendez? Puis, il s'est passé quelque chose de totalement inattendu. Des larmes noires ressemblant à de l'encre ont commencé à couler des yeux du Whistle Guy. Il vous a fait du mal, mais on peut régler ça. J'en suis sûr. Il a pris la parole. Tu ferais ça? Tu nous aiderais? J'ai esquissé un sourire. Puis, dans une tentative de le faire lâcher prise, j'ai doucement commencé à enlever ses mains de mon cou. Et j'ai dit « Oui, bien sûr que je vais vous aider. » Il a commencé à ôter ses mains. Puis, soudainement, il s'est remis à serrer les dents. Menteur! Il a recommencé à m'étrangler, avec force, avec rage. Puis, dans une dernière tentative, j'ai donné un coup dans l'étagère qui se trouvait au-dessus de ma tête. Des flacons de peinture que j'avais entreposés dessus se sont déversés sur lui. Puis, un flacon de dissolvant est venu se fracasser sur sa tête. Il a brusquement enlevé ses mains de mon cou, pour venir les placer sur son visage, alors qu'il se tordait de douleur en sentant le liquide couler sur son crâne. J'ai saisi un second flacon de dissolvant et l'ai brisé sur lui. Il a poussé un hurlement glaçant, comme un vampire à qui on jette de l'eau bénite. Sa peau fumait, et des nécroses commençaient à apparaître. Il y était vulnérable, totalement vulnérable. J'ai profité de son immobilité pour déverser absolument tout mon stock de dissolvant sur lui. Ce qui se passait était tout simplement incroyable. Il avait réduit de moitié en épaisseur et avait perdu quelques centimètres de hauteur. Je me suis alors retourné pour chercher dans mes tiroirs un dernier flacon de dissolvant, celui qui viendrait sceller son sort. Mais lorsque je me suis retourné, il était debout, juste devant moi, un énorme marteau cartoonesque et gris dans les mains. Il m'en a asséné un énorme coup. Puis, le néant. Ethan Millers, un jeune étudiant âgé de 18 ans est porté disparu depuis maintenant plus de 3 semaines. Ses camarades témoignent d'un comportement étrange de la part du jeune homme peu de temps avant sa disparition. Son nom vient donc agrandir la liste des individus ayant démontré une attitude singulière avant leur disparition. Les chiffres de cette liste s'élèvent maintenant à 40 disparus en moins d'un mois. Une enquête est en cours pour les retrouver. Si vous pensez reconnaître Ethan Millers, nous vous prions de ne pas l'interpeller et de contacter directement la police. Voilà où j'en suis. Je suis dans ce terrible dessin animé, et je suis l'acteur principal de cet épisode. Je n'ai aucune idée de comment il va finir. À l'heure où je vous parle, alors que je constate que je ressemble de plus en plus à cette abomination de Whistle Guy, je l'entends entrer dans le garage en sifflotant. Je suis caché derrière des cartons. Il ne tardera pas à me retrouver. Je serre fermement le flacon de dissolvant dans mes mains, et je prie pour ne pas rater mon coup. C'est ma seule chance de m'en sortir. Si à travers votre téléphone ou votre ordinateur vous tombez un jour sur ce cartoon et m'entendez, je tiens à vous le faire savoir.
Si je n'en finis pas avec lui maintenant, il se mettra directement à vos trousses, et jamais vous ne pourrez vous en débarrasser. Si mon oncle a quitté son domicile, c'était pour qu'il ne le retrouve pas. De même pour tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo. Mais, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que comme Danny qui en est venu à se suicider, ne pouvant plus supporter l'emprise que cette chose avait sur lui, même si vous tentez de vous en éloigner en déménageant, en démarrant une nouvelle vie, il vous retrouvera tôt ou tard. Souhaitez-moi bonne chance, car mon action pourrait bien être décisive. Allô? Mike, Amanda? je suis tombée sur ton site web. Alors, tu l'as trouvé? Ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas revenu depuis que j'ai quitté l'État. Est-ce que tu penses qu'il nous a lâchés pour de bon? Non, non. Il doit être occupé avec une autre personne. Et mon neveu n'a donné signe de vie à aucun membre de notre groupe. Il faut qu'on fasse quelque chose, Mike. On va le retrouver, Amanda. Je le laisserai pas entre les mains de cet enfoiré de Cartoon. Ça, tu peux me croire. C'est pas ça que tu dois siffler. Ah oui, pardon.